Et si le voyage dans le temps existait finalement, qu'est-ce que vous iriez changer dans le passé? Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Time Lancers. Alors Time Lancers est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. C'est un jeu qui nous met dans la peau de Time Lancers, des mercenaires du temps qui vont tenter de retourner dans le passé pour répéter ou revisiter des événements marquants. Donc, c'est un jeu qui nous offre de la gestion de ressources, du déplacement aussi sur un plateau de joueurs et on va devoir tenter de réussir à compléter nos objectifs en altérant le temps. Donc, on va y voir immédiatement comment ça se joue. Alors, voici donc Time Lancers. Alors, il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. Le contenu final peut changer. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la campagne de sociofinancement pour voir tous les détails. Alors, dans le jeu, on incarne un mercenaire du temps et on va devoir tenter de changer l'époque, donc d'aller revisiter certains événements du passé et également de pouvoir les changer. Et le but va être, bien entendu, de réussir à compléter ses objectifs personnels. Donc, chaque joueur va avoir différents objectifs personnels qu'il va tenter de compléter. Et lorsque ces 4 objectifs vont être faits, à ce moment-là, ça va décréter la fin de la partie. Mais là, comment ça va fonctionner avant de se rendre là? Les joueurs vont jouer d'une succession de tours. Donc, chacun des tours de joueurs va se faire jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la partie. À ce moment-là, les joueurs vont terminer le tour actif. Et on va par la suite procéder au décompte des points. Mais avant de se rendre là, on a tout plein de choses qu'on peut faire. Donc, dans la partie, les joueurs vont se déplacer sur le plateau central. Donc, le plateau central va servir à pouvoir aller chercher différentes ressources, mais on va également pouvoir aller sur notre machine à voyager dans le temps. Donc, chaque joueur va avoir sa machine à voyager dans le temps, également un plateau de joueurs personnel, ainsi que la carte des objectifs. Et lorsqu'il va arriver avec la tuile centrale, le Time Lancer HQ, il va pouvoir se déplacer sur sa propre machine de manière à pouvoir aller chercher différentes actions. Donc, chacun des tours de joueurs est fait et là, l'aide de jeu est vraiment bien fait. Donc, il nous explique tout ce qu'on peut faire de manière vraiment très claire. Donc, première chose qu'on va faire lorsque c'est notre tour, on va se déplacer. Et là, on peut faire jusqu'à 3 déplacements. Donc, si on se déplace dans la ville, donc on va se déplacer et on va recevoir les différentes ressources de la carte. Donc, on peut le faire jusqu'à 3 fois. Mais si on est sur le Time Lancer HQ, on peut se déplacer dans notre machine. Et là, lorsqu'on va se déplacer dans notre machine, on va pouvoir atterrir sur n'importe quelle case. Donc, exemple, aller ici, procéder à l'action et ensuite, si on voudrait se déplacer, on pourrait se déplacer sur une autre case de notre machine et lorsqu'on va ressortir, on va toujours sortir ici au Time Lancer HQ. Donc, on peut se déplacer sur une case occupée par un autre joueur, mais on ne peut pas terminer notre tour sur cette case-là. Donc, chacune des cases va avoir un seul joueur. Il y a également l'enforceur, et là, pour l'instant, c'est ce petit jeton-là. Dans la version finale, il va changer. Donc, l'enforceur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se promener de tuile en tuile et il va bloquer les différents endroits. Il va falloir faire attention parce que la tuile sur laquelle va aller l'enforceur, c'est une tuile qu'on ne devra pas se trouver là parce que sinon, on va avoir des problèmes. Donc, en se déplaçant sur les différentes tuiles, c'est assez simple. Certaines tuiles vont nous offrir la possibilité de pouvoir payer pour aller chercher des ressources. D'autres tuiles vont nous donner des ressources immédiates. Donc, on va avoir un paquet de petites choses différentes comme ça qu'on va pouvoir faire. Mais l'attrait principal du jeu vient des actions dans notre machine à voyager dans le temps. Parce qu'on va pouvoir revisiter des événements. Alors, les événements sont divisés en 4 catégories. La catégorie militaire, culturelle, on a scientifique et on a également les événements économiques. Donc, ce sont tous des événements. Et là, si jamais j'en apporte une à votre attention ici comme ça. Donc, les événements vont avoir une couleur, vont également avoir une date comme ça ici. Donc, ici, on a les points de victoire et ici, on a les ressources qui vont être nécessaires pour pouvoir aller chercher cette carte-là comme ça. Donc, si jamais on regarde, on a également de l'autre côté l'époque. Donc, on a l'époque ancienne, le Moyen-Âge et moderne comme ça ici et on a différents icônes qui vont pouvoir servir. On a également le montant d'argent qu'on va récupérer lorsqu'on va revisiter cet événement-là ou le refaire. Et là, c'est là l'attrait du jeu parce que lorsqu'on va vouloir faire une de ces actions-là, on va aller sur notre ligne du temps. Donc, par exemple, ici, on a l'action moderne. Donc, moderne, on l'a en haut. Donc, si on veut, on peut refaire l'événement, donc reprendre la carte et la placer. Et là, malgré le fait que l'action se trouve ici, on peut placer la carte n'importe où sur notre ligne du temps, mais on va devoir les placer en ordre chronologique. Donc, faites-vous-en pas, vous êtes pas mal pris. Si jamais il y a un événement, il y a encore de la place dans votre machine, vous pouvez déplacer les cartes pour pouvoir placer une nouvelle carte comme ça. Donc, par exemple, ici, D-Day en 1944. Donc, si jamais je désire refaire
refaire cet événement-là, je vais aller sur cette case-là et je vais devoir également payer des Time Gems. Donc, les Time Gems sont des petites ressources qui vont être très importantes pour pouvoir aller changer ou aller compléter les différents événements. Donc, pendant la partie, on va également peut-être avoir la chance d'avoir des upgrades, donc des petits bonus qu'on va pouvoir placer sur nos différentes tuiles de manière à pouvoir faire en sorte que ça nous coûte un peu moins cher. Et là, vous avez remarqué que les événements plus du passé vont toujours coûter plus de gemmes. Donc, lorsqu'on va revisiter un événement, donc par exemple ici, comme ça, je décide de choisir, je pourrais refaire l'événement, mais je peux le revisiter. Donc, lorsque je le revisite, par contre, je vais le retourner. Donc, j'ai changé le cours du temps. Donc, j'ai révisé le jour, le D-Day comme ça ici. Donc, le jour J, je l'ai revisité. Et à ce moment-là, il va y avoir différentes variantes. Parce que oui, il va donner des points de victoire différents, mais on va avoir également un bonus. Donc, par exemple, ici, on a un certain bonus. Donc, toutes les cartes vont me coûter une petite mallette comme ça de moins à coûter. Tandis que ici, lorsque je vais faire l'action, je vais avoir deux de ces icônes-là. Donc, de stealth comme ça ici, en fait, de petits masques. Donc, si jamais on a des différents bonus qu'on va placer et on va le placer dans notre ligne du temps. Cependant, si on révise l'événement, parce que là, on a changé le cours du temps, eh bien, tous les joueurs qui ont des événements qui sont après 1944 de la même couleur, donc par exemple, si un joueur avait ici comme ça, avait la carte de la guerre du Golfe, donc en 91, en jouant l'action révisée, tous les autres joueurs vont devoir retourner leur carte. Donc, on a changé le cours du temps. Donc, c'est certain que les bonus vont changer, mais surtout, l'effet de changer ces choses-là, c'est qu'on en a besoin pour nos différents objectifs qu'on va faire pendant la partie. Donc, vous allez remarquer ici, je dois refaire, donc revisiter deux événements culturels, mais je dois changer ici des époques militaires. Donc là, on a des différentes choses qu'on va devoir faire. Donc, selon la petite ligne, elle est placée où, on va devoir sélectionner ça. Donc, ça va être une espèce de jeu qu'on va faire, et lorsqu'on va jouer les événements, ça va venir changer d'autres. Donc, bien entendu, plus l'événement est vieux, donc si on a un événement qui se trouve, donc par exemple ici, Sun Tzu en 512 avant Jésus-Christ, il y a peu de chances que cet événement-là se mette à retourner comme ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils valent beaucoup plus de points et qu'ils coûtent beaucoup plus de Time Gem pour pouvoir être joués. Donc, les différents événements vont être changés. Donc, ça va être selon le joueur. Donc, chacun des joueurs va avoir des différents types d'événements à aller chercher pour pouvoir justement compléter leur objectif. Et là, même si un joueur fait un objectif, si un autre vient changer le cours du temps et fait en sorte qu'il ne respecte plus son objectif, on va devoir le retirer comme ça ici. Donc, il va falloir faire bien attention. Une autre chose qui est importante à savoir, lorsqu'on révise l'histoire, donc lorsqu'on change le cours du temps avec l'effet, donc l'effet de vague qui va se faire, on va également tourner toutes les tuiles de la couleur. Donc, par exemple, on a changé un événement du temps, on a revisité un événement jaune, et bien toutes les tuiles sur le plateau de jeu vont être retournées. Et là, on peut facilement voir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de la tuile, mais ça va faire en sorte que le tableau va être assez dynamique. D'ailleurs, parlant du tableau, j'ai mis la configuration initiale, mais on peut se permettre, donc il y a plusieurs, vous voyez pouvoir plusieurs tuiles autour, on peut se permettre un peu de fantaisie. Donc, c'est certain qu'ils suggèrent toujours d'avoir le Time Lancer au milieu, d'avoir des tuiles autour. Mais si on veut, on peut placer les tuiles de manière à rendre la partie un peu plus difficile. Les joueurs vont également avoir la chance d'avoir des side jobs. Donc, des side jobs, ça se trouve à être des petites cartes que les joueurs vont avoir. Et lorsqu'ils vont jouer un événement, ils vont pouvoir les jouer. Donc, on a le droit d'en avoir maximum 3 dans notre main. En début de partie, on va commencer avec 2. Mais lorsqu'on va faire cet événement-là, ça va nous donner des points de victoire. Donc, même si l'événement est modifié par la suite, ce n'est pas grave. Donc, l'important, c'est de le jouer au moment où on joue notre événement. Ça va nous permettre d'aller chercher des points de victoire supplémentaires. Donc, c'est important, plus la partie avance et plus on va avoir des cartes différentes et chacune des cartes va nous donner des bonus. Donc, c'est important de bien regarder les bonus qu'on a de disponibles dans notre machine à voyager dans le temps. Donc, les joueurs vont faire 3 actions. D'ailleurs, le petit aide de jeu ici, le personnage va pouvoir nous aider. On a un maximum de 10 ressources qu'on peut avoir. Et là, lorsqu'on parle des ressources, ce sont les ressources de base du jeu qu'on retrouve ici comme ça. Donc, des éléments de communication, de cinéma, les petits masques comme ça. On a également des fusils, des petites Medipack et ici comme ça, ici des petites briefcases, donc des petites mallettes comme ça ici. Donc les différentes ressources, on peut en avoir un maximum de 10, mais il n'y a pas de limite au niveau des Time Gems et de l'argent. Et on a également des cadenas. Donc les petits cadenas sont une des ressources supplémentaires qu'on peut obtenir parce que ça va nous permettre de pouvoir barrer un événement. Donc par exemple, si jamais j'ai l'événement de D-Day comme ça ici et je l'ai révisé parce que je dois l'avoir de cette façon-là pour marquer mes points de victoire à la fin de la partie, à ce moment-là, si je veux, je peux placer
un lock. Donc, le lock va être placé avec certains éléments, donc certains effets. Donc, par exemple, comme le locksmith qui nous permet de pouvoir payer pour aller en placer un. Et là, la prochaine fois que la carte serait retournée à cause d'un effet de vague qui se ferait, on va la garder comme ça et on va enlever le time lock. Ça va nous permettre de pouvoir conserver un peu plus facilement nos objectifs. On a également la possibilité d'avoir un événement. D'ailleurs, en début de partie, chaque joueur va pouvoir faire un draft des différents événements et il va commencer avec un événement qui va être réservé comme ça ici. Donc, l'événement va être uniquement jouable par eux, mais ça va pouvoir permettre peut-être d'aller chercher quelque chose qui serait très important pour vous. Donc, le mode solo nous permet également d'avoir plus d'actions, étant donné qu'on joue en solitaire. Donc, on va avoir 5 actions comme ça ici. Donc, lorsqu'un joueur va avoir terminé son tour, donc fait ses 3 actions, activer les choses, peut-être changer le cours du temps ou simplement se promener pour aller chercher des ressources, ça va être le temps de l'enforceur. Donc, encore une fois, l'enforceur est représenté par ce petit marqueur ici comme ça, mais ça va changer pour la partie finale. Et là, on a un deck comme ça ici et on va révéler la carte. Donc, ça, c'est la carte à laquelle il va se déplacer, mais on va également voir la prochaine carte. Donc, on sait toujours où est-ce qu'il va aller le prochain tour. Donc, c'est au Capitole. Et là, ça voudra dire que le prochain tour, il ne faut pas terminer son round sur cette tuile-là. Donc, on ne peut pas non plus y entrer. Donc, ça va nous barrer la tuile pour ça. Et là, il va y avoir différentes choses qui vont être faites. Donc, selon les différentes cartes comme ça ici, il va y avoir certains effets. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer un peu les tuiles. Il va également avoir la chance d'enlever différents événements. Donc, ça va faire attention et ça va nous permettre de nous donner une petite contrainte sur les déplacements qu'on va pouvoir faire. Donc, après le tour de l'enforceur, à ce moment-là, ça va être le temps des autres joueurs de continuer comme ça. Une autre petite chose que je n'ai pas parlé, donc sur notre ligne du temps, ici comme ça, notre machine à voyager dans le temps, on a les différents événements, donc selon l'époque qu'il va avoir, mais on a également 3 icônes supplémentaires que j'ai pas parlé. Donc celui-ci nous permet simplement de pouvoir aller réserver un événement, donc on a de la place pour avoir un événement réservé. Celui-ci nous permet de pouvoir simplement retourner une tuile, donc si jamais on voudrait absolument avoir un type de ressource, à ce moment-là, on peut simplement la retourner comme ça ici. Et le troisième nous permet de pouvoir changer un événement, et là, ce qu'on va faire, c'est que dans notre ligne du temps, on va choisir un des événements qu'on a, et on va simplement le retourner. Donc très pratique pour pouvoir compléter nos objectifs personnels. Il va toujours également falloir être à l'affût, donc selon la carte qui va avoir été choisie, peut-être qu'il va avoir des rabais qu'il va avoir, encore une fois, selon les cartes. Et je reprends le bon vieux des dés ici qui nous donnerait un rabais permanent. Donc c'est important de placer les choses et peut-être d'aller chercher également des petits upgrades comme ça, de manière à pouvoir réduire le coût en time gem, parce que voulez-vous, ça coûte très très cher revisiter les événements du passé. Et il ne faut pas oublier non plus que chaque fois qu'on va prendre un événement, on va se faire de l'argent. Donc, ça vaut la peine d'être un mercenaire. Donc, la partie va continuer jusqu'à temps qu'un des joueurs ait réussi à compléter ses 4 objectifs comme ça ici. Donc, comme je l'expliquais, on va terminer le tour actif et on va procéder au décompte des points. Et là, les points de victoire sont calculés de la façon suivante. Donc, tous les événements qu'on a capturés, qu'on ait révisité l'histoire ou qu'on l'ait simplement refait, on va avoir des points de victoire qui vont être référencés comme ça. Mais on va également faire des points de victoire pour chaque faction goal, donc chaque but qu'on va avoir réussi à compléter. Donc, les side jobs qui nous donnent des points pendant la partie aussi. On va avoir un point pour chaque upgrade. Et là, c'est les petits jetons que je vous parlais comme ça ici qui nous permettent de pouvoir jouer nos actions plus rapidement. On va avoir un point pour chaque time lock qui va nous rester. Et on va avoir un point pour chaque 3 ressources ou chaque tranche de 5 $. Donc, c'est pas nécessairement une bonne stratégie d'y aller juste dans l'argent. Et là, les petits icônes sont installés comme ça ici. Donc, au départ, ça fait beaucoup d'icônes, mais ça fait également beaucoup de sens. Donc, lorsqu'on voit les icônes, ce sont tous les icônes qui sont représentées sur toutes les cartes du jeu. Donc, après avoir fait le décompte, le joueur avec le plus de points remporte la partie de Time Lancers. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Time Lancers. Alors, on voit que les designers ont bien travaillé sur leur jeu. Ils ont réussi à offrir un jeu qui était épuré. L'idée de voyager dans le temps et de faire ça de manière tellement fonctionnelle, le fait que lorsqu'on change un événement dans le passé, tous les événements du même type vont changer, donc dans les années après. Et là, au départ, j'avais peur parce que je me disais, est-ce qu'il faut vraiment placer les événements dans l'ordre? Ça va être assez difficile, mais non, lorsqu'on les place, on doit toujours les déplacer de manière à pouvoir positionner les éléments au bon moment. Donc, c'est un jeu qui offre beaucoup de bonnes idées avec un beau rendu. D'ailleurs, là, j'ai la version prototype, mais regardez bien sur la campagne de socio-financement. J'ai trouvé également que le mode solo fonctionnait très bien. Donc, un jeu qui est bien pensé et qui est étonnamment facile à sortir sur la table. C'est pas un jeu trop complexe. L'aide de jeu est vraiment géniale. Il nous offre vraiment une présentation sommaire du jeu. Ça fait en sorte que de le montrer est tellement facile. Donc, si c'est le genre de truc qui vous intéresse, je vais aller regarder la campagne de Time Lancers. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!